sans plus tarder, je vous présente nos invités de ce soir. On a le bonheur de recevoir André et Rosie d'Apéro Sexo. Puis aujourd'hui, c'est ça, on va jaser d'éducation sexuelle. Donc, c'est vraiment comme le cours d'éducation sexuelle qu'on n'a pas eu à l'école, qu'on aurait aimé avoir, qu'on aurait aimé jaser. Parce que, tu sais, oui, on a eu des petits cours de bio, rapido, quelques petites théories d'éducation à la sexualité, mais rien de trop pratique. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, après, rendu à la pratique de la sexualité, j'ai été comme un peu clueless, puis j'ai appris sur le tas. Fait que c'est vraiment précieux de pouvoir en jaser ensemble, puis d'avoir André et Rosie qui viennent nous partager leur savoir, leur sagesse. C'est ça, André et Rosie ont fondé Apéro Sexo. C'est un podcast d'éducation à la sexualité qui démystifie les tabous, puis encourage une compréhension positive de la sexualité. Donc, André et Rosie, c'est deux professionnels et bachelières en sexologie. Puis, elles abordent pour eux une panoplie de sujets. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert leur podcast, puis je les trouve tellement toujours pertinentes et éloquentes. Elles partagent souvent aussi des expériences personnelles, fait que ça rend tout vraiment vivant. On peut relate. Donc, en tout cas, si vous connaissez pas Apéro Sexo, je vous encourage vraiment à aller écouter leur podcast. Puis, à travers ça, leur mission, c'est de vraiment créer une communauté bienveillante où chacune peut s'informer et s'épanouir. Donc, en bref, je pense qu'elles veulent vraiment orienter les discussions vers un monde sexuellement informé et inclusif, ce qui est tellement noble comme mission. Donc, merci les filles de faire ça. Puis, bienvenue à la table rouge. Merci pour cette belle introduction, puis merci de nous recevoir. On est très contentes, puis merci à tout le monde qui sont présents et présentes ce soir. Puis en passant, ça c'est Rosie. Ah oui! Moi c'est André. J'adore, salut! On peut commencer, si vous voulez, vous présenter un peu comment vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir le podcast aussi Apéro Sexo, juste pour qu'on vous connaisse un peu mieux avant d'entrer dans le vif du sujet. Veux-tu commencer? Oui. Fait qu'André puis moi, on s'est rencontrés au bac en sexologie, comme on vient de mentionner. Moi, j'ai terminé, toi, tu finis dans quelques mois le bac. Puis c'est pour ça aujourd'hui qu'on voulait parler d'éducation sexuelle, parce que c'est le genre de notion que même au bac, il n'y a pas nécessairement. Donc, d'où le sujet de ce soir. Puis la mission de partir le podcast, c'est, on s'est rendu compte que c'est pas normal d'avoir besoin d'un bac pour avoir la base. Comme la sexualité en général, c'est tellement réservé, on dirait, aux personnes qui vont s'y intéresser, faire des études, et on s'est dit, mais pourquoi pas rendre les connaissances qu'on apprend en ce moment accessibles à tous? Au début, on a parti un Instagram, puis avec le temps, en fait, l'idée du podcast était comme au début, mais on attendait d'être comme plus professionnel, puis de savoir un peu plus aussi de quoi on veut parler. Puis en finissant mon bac, puis André qui termine bientôt, on s'est dit, OK, c'est le moment. Fait qu'on a lancé le podcast il y a 4 mois à peu près. Ouais, à peu près. Puis à date, on adore. Puis le retour est genre tellement positif que ça nous donne aussi beaucoup de motivation à poursuivre cette mission. Ah, mais oui, j'imagine, c'est sûr que c'est un sujet, mais c'est un sujet qui nous concerne tous. Puis juste à voir comme le nombre de questions qu'on a reçues de notre communauté, genre, j'en doute pas de tous vos retours aussi. Merci tellement de faire ça. Vous êtes rendu à combien d'épisodes de podcast? Une vingtaine. Ouais, une vingtaine. Ouais. Il va en avoir comme 30 par saison à peu près. Ouais. Très cool, fait que vous êtes dans les débuts. Continuez. Oui. Ouais, j'aimerais entrer dans le vif du sujet parce qu'on a tellement reçu de questions que je suis comme, on va essayer d'en répondre le plus possible. Puis la question, je pense qu'on a le plus reçue, puis je pense, tu sais, moi aussi, je l'aurais posée, mais moi aussi, je me la pose en fait, c'est comment se protéger, tu sais, pour une vie sexuelle saine. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça. Personnellement, j'ai juste appris, bon, OK, on doit mettre le condom, pas mal ça qu'on nous a dit à l'école, point. Mais tu sais, qu'en est-il aussi des relations queer, lesbiennes? Bref, ouais, j'aimerais vous entendre sur comment se protéger. Ouais, ben quand on entend par vie sexuelle saine, on va assumer qu'on parle, mettons, de santé sexuelle ou de protection des ITSS ou des infections. C'est vraiment fait que je vais répondre dans cette lignée-là, là, dans le fond, mais c'est vraiment une bonne question, surtout quand on prend en compte les personnes queer dans cette question-là, parce qu'on n'en parle pas dans les cours d'éducation à la sexualité. On apprend à mettre un condom sur un pénis en bois ou sur une banane, puis c'est la seule pénétration. Fait que la seule façon de La fameuse banane. fait que la seule façon qu'on apprend de se protéger, c'est pour le sexe pénétratif.
pénis, vagin. Puis même là, ça s'appliquait au sexe pénétratif anal, mais c'est pas mentionné. Fait qu'on assume vraiment que c'est pour cette sexualité-là qu'on se protège. Fait que c'est normal qu'on se pose tellement de questions. Puis à cause de cette lacune-là dans les cours d'éducation de la sexualité, il y a beaucoup de personnes dans les relations AFAB, donc des assigned female at birth, donc des personnes dans des relations lesbiennes, donc 2 personnes qui ont une vulve qui vont avoir une relation, assument qu'elles ne sont pas sujettes aux ITSS parce qu'on voit seulement les condoms dans les cours d'éducation à la sexualité. Puis on voit les études, en fait, sont plus sujettes à attraper la chlamydia, par exemple. Fait que c'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde et les personnes queer aussi. Fait que c'est pour ça que c'est super intéressant. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas du sexe queer, c'est ça, on prend pour acquis que le sexe, comme justement, c'est pour ça qu'on parle de préliminaire souvent, c'est comme si le sexe en tant que tel, c'était la pénétration, un pénis dans un vagin, puis le reste, c'est comme si ça faisait pas partie du sexe. Fait que, ouais, on n'en parle pas, en effet. ça n'existe pas. Mais pour ce qui est de comme vraiment conserver une sexualité saine, puis une santé sexuelle saine, ça revient un peu à la même chose que les personnes cis-hétéros. Fait que, si tu veux continuer là-dessus, Tu sais, la protection reste la même. Oui, on entend parler du condom. C'est juste ça qu'on se fait dire. Puis on voulait apporter l'aspect comme de la digue dentaire qui peut être utilisée, par exemple, pour des personnes qui ont une sexualité, ben, que ça soit comme des préliminaires, entre guillemets. On dit toujours qu'on n'aime pas ce mot-là parce que ça... C'est comme si, si on utilisait le mot préliminaire, c'est comme si, ça, c'est avant l'acte, le vrai acte sexuel, la pénétration, qui est comme très hétéronormatif. Fait que la digue dentaire, dans le fond, vous pouvez l'acheter en pharmacie, mais vous pouvez aussi le faire avec un condom, c'est de couper un condom en 2 puis le placer comme en rectangle carré. Pour faire un carré de latex. Exactement, sur les parties génitales. Fait que ça peut être une façon de se protéger qu'on n'entend pas tant que ça parler. Notre réponse va être plate, ça revient au dépistage. Le dépistage, c'est quand même la meilleure façon, si on veut, de conserver notre santé sexuelle quand on parle justement de l'aspect comme plus médical de la chose. Le dépistage, ce qu'on voulait apporter à ça, c'est comme, OK, c'est bien beau, il faut se dépister, c'est où qu'on va? Comment ça marche? Fait que, avant de rentrer en sexo, genre, oui, on parlait de dépistage, puis là, on est arrivé, les deux, on vient pas de Montréal, on est arrivé à Montréal, on était comme, OK, ben, il doit y avoir des cliniques ici, comment ça marche? Puis, on voulait parler de notre expérience. Nous, on va les deux à Prélib, puis on voulait dire, premièrement, c'est une clinique extrêmement queer-friendly, fait que ça, déjà, c'est vraiment nice, parce que je pense pas que toutes les cliniques, c'est comme ça. Ils vont vous poser des questions comme, avec qui vous avez des relations sexuelles, par exemple, parce qu'ils peuvent intégrer le dépistage anal, tu sais, il y a comme tout qui peut être dépisté, fait que ça, c'est cool. Puis, vous pouvez prendre rendez-vous sur leur site, c'est super simple. Si vous avez une carte d'assurance maladie, ça prend, c'est comme 15 $ je pense, environ. Ouais, c'est 15 $. Puis, ben, la plupart des cliniques, ça va être comme ça, c'est juste que celle-là, c'est particulièrement accessible pour les personnes queer, puis les personnes en mobilité réduite aussi, puis il y a plein de cliniques, genre à Montréal, à l'extérieur de Montréal. Mais c'est ça, pour pas mal tous les dépistages, c'est moins cher quand vous avez la RAMQ. Fait que pour cette clinique-là, c'est 15 $. Fait que c'est quand même assez accessible à ce niveau-là. Exact. Vous prenez votre rendez-vous en ligne sur leur site, puis vous vous présentez à la clinique. Le rendez-vous prend même pas 10 minutes. C'est vraiment rapide. Nous, c'est ce qui nous faisait peur, là. Oui, c'est ça. J'étais comme, mais je dois-tu prendre la moitié de ma journée de congé pour aller me faire dépister? Fait que ça, c'est cool. Il y en a une qui est juste à côté de l'UQAM. Fait qu'on allait se dépister en 2 cours, là. Ouais. Comme, c'était comme notre sortie, tu sais. J'adore votre petite date dépistage. Exactement. Fait que, ça, c'est le truc que j'ai été tellement contente de comme, comprendre de OK, ben c'est pas si sorcier, c'est juste qu'il faut malheureusement avoir cette information-là, puis c'est pas si accessible que ça, comme il y a tellement de gens qui nous ont contactés de comme OK, mais vous allez vous faire dépister où? Genre, on dirait qu'on se fait dire allez vous faire dépister, mais comme là, on voulait parler de prélim, mais il y en a plein d'autres aussi. Fait que c'est ça, vous allez vous faire dépister, c'est rapide, c'est accessible, puis vous allez être rappelé dans les 10 jours environ par un ou une médecin qui va vous donner vos résultats. Fait que oui, il y a comme l'aspect des ITSS. Puis l'autre point qu'on voulait apporter, c'est il y a aussi la santé vaginale, comme on peut pas. Parce que là, d'expérience, nous deux, on a des vulves, des vagins. Puis on parle des ITSS, mais on parle pas des autres infections qui sont possibles, des infections urinaires, des infections à levure. La première fois que j'ai eu une infection à levure, j'ai appelé André et j'étais comme, OK, j'ai une TSS. Mais genre, j'étais à 2 ans dans mon bac. Genre, c'est fou qu'on n'en parle pas. Genre, c'est pas normal que, comme, même si j'étudie là-dedans, j'étais comme, OK, c'est quoi ça? C'est quoi ces symptômes-là?
C'est Fait que, arrivé chez Rosie, genre en courant. comme là, c'est grave, là, il se passe quelque chose. C'est une examination complète, puis finalement, c'est une vaginose. Ouais, c'est une infection en levure. Ouais, exact. Fait que, Qui est super commun. 75% de la population qui ont une vulve vont en avoir dans leur vie, puis à plusieurs reprises. Fait que c'est fou que, tu sais, ça fait peur parce qu'on s'y connaît pas, puis on n'a pas les informations pour ça. Mais oui, Oui. c'est fou. Je me reconnais tellement dans cette situation-là. Moi aussi, la première fois, j'ai appelé ma sœur en panique. J'étais comme, ça y est. Puis c'est fou que vous, tu sais, même toi, tu dis, ça faisait 2 ans que tu étudiais là-dedans, puis on n'apprend pas à reconnaître les symptômes. Fait que, ouais, c'est cool d'en parler. Je ne m'attendais pas à parler de ça, mais oui, absolument. genre, c'est comme, on a un cours d'ITSF, mais on parle pas de ça. Puis je suis comme, ben finalement, c'est ça qui va être le plus commun, plus que d'avoir une chlamydia ou la gonorrhée. Ouais. Fait que ça, c'est le genre de truc qu'on voulait adresser aussi parce que on parle, OK, de santé sexuelle, mais comme la santé vaginale, on n'en a pas tant parlé. Puis c'est le genre de truc qui, pour nous a un peu comme étonné de se dire, ah, pourtant on étudie dans le domaine, puis cette information nous manque. Ouais. Fait que ça fait partie de tout ce qui est comme conserver une vie sexuelle saine, une santé sexuelle saine, dans le fond. exact. Ouais. Puis ce qu'on voulait ajouter par rapport à ça, c'est que un des conseils qu'on peut donner, qu'on se fait encore pas dire, ben pour laver sa vulve, tu sais, on lave pas. OK, petit cours d'anatomie, vulve, c'est ce qui est externe et vagin, c'est ce qui est interne. Puis on se faisait demander sur Instagram, ah, mais comment je lave ma vulve? Vous pouvez juste utiliser de l'eau. Puis si vous commencez à utiliser des parfums comme ils vendent à la pharmacie, genre coconut, ben là, ça se peut que vous ayez des infections. Parce que ce n'est pas normal que votre vulve sente le coconut ou l'ananas. Mais les compagnies, les pharmacies font exprès, puis les compagnies font exprès de mettre les produits nettoyants pour les vulves puis les produits nettoyants pour les vagins juste à côté, genre de ce qui va régler tes vaginoses. Fait que juste à côté du canestin. Fait que t'as le produit qui t'en cause juste à côté du produit qui le règle, ce qui est super mêlant. Oui. Ah ouais, hein? J'ai jamais remarqué ça, mais ça fait tout son sens. C'est comme si aussi on apprenait à avoir honte de l'odeur de notre vagin, tandis que, je veux dire, à moins qu'il y ait une odeur super forte qui est pas normale, mais sinon, une odeur naturelle, c'est juste normal. Puis ça me fait juste penser, chez Madame Levary, on a un savon en forme de vulve. Fait que c'est cool. Moi, souvent, tu sais, mes colocs qui voient ça dans la douche ou des gens qui viennent chez nous, puis ça ouvre la discussion à comme parler de ça. Puis c'est un savon naturel, justement, qui est pas parfumé. Puis genre, parce que en effet, c'est pas normal de genre se mettre des parfums dans une zone aussi sensible. Fait que, ouais, merci tellement de le rappeler. Oui, c'est ça. Fait que vous pouvez vous laver à l'eau ou, comme tu as mentionné, un savon pH neutre, pas parfumé, mais de commencer à utiliser des produits comme sont popularisés, de comme, ah, utilise ce savon-là, puis tu vas sentir comme le coconut. Ce n'est pas normal. Puis, on en parlait dans les cours de sexo, puis justement, notre prof qui en parlait, il était comme, je sais pas pourquoi ça existe, mais les gens utilisent ça, les gens ont des infections, puis on dirait que les gens font pas nécessairement le lien, mais comme ça se peut que ça soit causé par ça. Fait que, aussi, comme Gab te dit, comme de rapporter le discours de c'est normal qu'une vulve ait une odeur, comme c'est juste comme c'est la vie normale, tu sais. Ouais. Puis on ne devrait pas essayer de la changer non plus, mais Le pénis, ça sent le pénis, les vulves, ça sent les vulves. Les organes génitaux ont une odeur, c'est normal. À moins que ce soit une odeur qui est vraiment intense, consulter un professionnel de la santé, mais c'est normal là, que ça sente la vulve, ça sente le pénis. C'est pas censé être une odeur neutre comme ton bras, genre. Non. exact. Fait que pour conclure la question, on n'a pas d'autres. Tu sais, nos conseils sont un peu poches, mais oui, le dépistage, c'est important. Puis aussi, on voulait parler de la période fenêtre qui est, tu sais, si vous avez une relation sexuelle le lundi puis vous allez vous faire dépister le mardi, non, si vous avez une infection ou une ITSS, ça va pas être nécessairement en fait, ça ne va pas être dans vos résultats le mardi. Il y a une période fenêtre pour chacune des ITSS, mais souvent on conseille 2 semaines, même à 3 mois pour certaines ITSS d'aller se faire dépister. Fait que c'était juste le seul truc que j'aurais ajouté par rapport à ça. Mais oui, de se dépister, c'est super important et d'utiliser condom ou la dentaire. Oui, exact. Puis, ben, pour revenir à la question là, d'une vie sexuelle saine, c'est vraiment les mêmes trucs. Pour n'importe quel organe génital que vous avez, les trucs d'hygiène personnelle vont pas mal être les mêmes. Puis ça inclut se laver les mains avant de se masturber, avant de doigter quelqu'un, que ce soit dans le rectum ou dans le vagin. Ça inclut de changer ses draps si vous avez plusieurs partenaires, de laver ses jouets comme il faut. Tout ça, ça fait partie de comme garder une santé sexuelle saine. Ouais. C'est tellement des bons points que vous amenez, tellement des bons rappels. Ça m'amène
une autre petite question qu'on a aussi reçue par rapport justement à... Ben là, vous parlez de dépistage, mais c'est comme comment aborder le sujet avec un ou une nouvelle partenaire de comme est-ce que tu t'es fait dépister récemment? C'est comme encore super tabou. Puis c'est comme, tu sais, des fois, il y en a qui peuvent quasiment prendre ça, genre personnel, de se faire demander ça, tandis que c'est super sain. Fait que comment vous conseillerez, tu sais, c'est comme une question que j'avais pas prévu de poser, mais je pense que c'est super pertinent. Comment aborder ça avec un ou une partenaire? Moi, je pense que comment je l'aborderais, c'est que je parlerais de moi en premier. Donc, je me suis fait dépister, non, non, non. Est-ce que toi, comme tu t'es fait dépister dans les derniers temps? Puis le faire de façon comme pas péjorative et négative, mais de façon comme éducative. Puis c'est pas mauvais non plus d'éduquer les personnes si ils ou elles ne le savent pas. Tu sais, moi, avant d'avoir les connaissances que j'ai, puis d'étudier en sexo, je voyais ça comme, le monde qui se font dépister, ils ont beaucoup de partenaires, tout. C'est tellement pas ça. Fait que de briser les préjugés par rapport à ça, d'ouvrir la discussion. Mais mon conseil, ça serait de comme d'y aller d'un côté comme éducationnel, c'est un mot. Éducatif. Éducatif, voilà! D'un côté éducatif, puis parler de soi, de comme, je me suis fait dépister, est-ce que comme toi, tu t'es fait dépister? Puis ayez pas peur, genre, ne vous... Qu'est-ce qui s'est passé? OK. En même affaire, C'était juste nous. OK, Vous nous, êtes de retour, c'est bon. Non, moi aussi, j'ai vu la même chose. C'était comme Ok. un time warp avec le Zoom, là. OK. Mais non, c'est ça, de pas avoir. Tu sais, si une personne vous fait sentir mal, c'est lui ou c'est elle, le problème, c'est pas vous. Ouais, se rappeler de ça, puis comme l'ancrer dans son cerveau. Moi, ce que je faisais, ben, peut-être pas au début de mon dating parce que je pense que j'étais gênée, puis peut-être que j'osais pas, mais ce que je faisais à la fin, c'est que j'envoyais le screenshot de mes résultats prélims, puis je faisais juste l'envoyer, puis j'étais comme, hey, c'est mon dernier résultat de dépistage. Puis j'assumais que la personne allait me répondre avec. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est comme, hey, ça fait longtemps que je peux pas s'en faire dépister, comme je vais aller le faire, ou tu sais, ou genre, ben moi, c'était le date, puis là, j'avais une réponse super positive. J'en parlais avant même les dates, comme ça. Mais chacun... J'adore le petit screenshot. On peut même le mettre en story dans nos close friends. Voici. Mais juste, d'ouvrir la discussion, puis je pense d'y aller peut-être d'un côté éducatif, comme on disait, juste parce que les gens qui vont le voir d'une autre façon, ça peut être seulement un manque d'éducation. Fait que, tu sais, je pense que c'est correct aussi de réexpliquer. Ça peut être une charge que c'est correct si vous voulez pas la prendre puis juste dire bye, on passe au suivant ou à la suivante, là. Mais oui, je pense que, tu sais, comme je disais, comme moi, au début, j'avais peut-être pas cette conscience-là, puis maintenant que je l'ai, ben, évidemment que comme on dit, j'aborde le sujet, tu sais. Mais c'est quelque chose qui vient en le pratiquant, puis l'aisance à en parler. Comme n'importe quel sujet qui entoure le sexe, c'est tabou, puis on nous a appris toute notre vie que c'était tabou. Fait que c'est normal qu'il y ait un malaise les premières fois que vous en parlez. Vous n'êtes pas pudique ou vous êtes vraiment normaux si vous avez un malaise à parler des dépistage les premières fois, c'est comme pas abordé. Mais ça vient avec le temps, puis plus on en parle, moins, plus on est à l'aise. Ouais. Wow, merci tellement pour votre réponse complète. J'adore. J'ai une autre question. On change un peu de sujet. Une question un peu plus crunchy qu'on a reçue aussi de la communauté par rapport au type d'orgasme. Fait que c'est quoi les différents types d'orgasmes, puis comment on peut les atteindre aussi? Est-ce que vous avez des petits trucs là-dessus? Autant de types d'orgasmes qu'il y a de personnes sur la planète, mais first thing first. c'est la première chose à dire. Il y a différentes façons d'atteindre l'orgasme. Je vais commencer par ça, puis André va faire la deuxième partie de la question. Oui, comme on se fait dire que l'orgasme, c'est quelque chose d'intense, puis tout, puis on dirait que c'est popularisé comme quoi, de comme tellement intense et tout, puis c'est correct que vous le viviez pas de cette façon-là aussi, mais tu sais, si on parle de comme comment atteindre l'orgasme, je vais y aller par phénotype. Fait que, pour un phénotype XY, on va parler, tu sais, une personne pourrait l'atteindre d'une autre façon, mais ce qui est le plus commun, ça serait la stimulation du pénis, de la prostate. Je vais juste rajouter le phénotype pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Tu pourrais-tu l'expliquer avant de. Ben, le phénotype, c'est l'apparence des organes génitaux. Ouais. Fait que, XY, c'est pour ceux qui ont un pénis, puis XX, c'est pour ceux qui ont une juge. exact. Fait que là, si on parle de XY, c'est stimulation du pénis ou de la prostate. Puis là, j'ouvre une parenthèse sur l'orgasme prostatique. Pourquoi on en parle autant? Pourquoi ça a l'air donc même plus intense? Il y a pas physiologiquement, c'est pas un mythe de dire que l'orgasme prostatique est plus fort, c'est qu'il y a plus de terminaisons nerveuses sur la prostate que sur le gland ou sur le corps du pénis. Fait que ça, c'est pas comme un mythe, mais ça veut pas dire,
c'est pas parce que vous avez un orgasme prostatique que vous allez vous dire « Ah, je suis plus satisfait ou satisfaite par ce type d'orgasme-là. » Ça veut pas dire ça. Mais physiologiquement parlant, il serait faux de dire que ce n'est pas vrai. OK, non, je vais pas faire plein de négations. Mais physiologiquement parlant, c'est vrai que la prostate a plus de terminaisons nerveuses. Pour ce qui est de la stimulation phénotype XX, ce qui est le plus commun, c'est d'atteindre l'orgasme par la stimulation du clitoris externe. Fait que là, ça me gosse parce qu'on n'a pas nos petits modèles, mais le clitoris, ce n'est pas seulement le petit point. C'est un organe qui est beaucoup plus gros que ça, qui a 4 piliers qui sont à l'interne, oui, à l'intérieur. Bon, en fait, le clitoris va s'étendre jusqu'en dessous des grands lèvres puis des petites lèvres. Exactement, mais on le verra pas. Ouais. Fait que quand on dit, tu sais, quelqu'un va dire, moi, je suis de type clitoridienne. Et après, il y a comme, moi, je suis de type vaginal. Non, c'est vraiment la même chose. C'est juste qu'il y a 2 stimulations à 2 endroits différents. Fait que tu as la stimulation externe. Fait que ça, c'est ce qu'on peut voir. C'est le gland du clitoris. Sinon, si on passe par la pénétration de jouets, d'un pénis ou de doigts, là, on va stimuler le clitoris d'une autre façon à l'interne. Mais au final, c'est le même organe. Ouais. Fait on pourrait dire que c'est ça la façon la plus commune d'atteindre l'orgasme, mais ça veut pas dire qu'une personne pourrait pas seulement se faire stimuler les mamelons, par exemple, et d'atteindre l'orgasme. Ouais, fait que tout le monde est clitoridien. Ben, tout le monde qui a une vulve sont clitoridiennes, en fait. Oui, c'est ça. Ça, c'est le plus gros mensonge de mon secondaire, cette question est-tu clitoridienne ou vaginale? Comme, on peut, ouais, c'est ça. Une bonne chose de régler. Exactement. C'était tellement un gros mythe, là, j'en parlais avec mes amis tout le temps, là, puis j'étais comme, mais moi, je pense que je suis plus clitoridienne. Puis là, être clitoridienne, c'est comme être mature, puis il fallait que tu sois vaginale. C'était vraiment un chaos de mésinformation. Oui, puis on entend ça encore à ce jour. Ouais. Mais ça serait, faux de dire, je vais arrêter avec les négations. Il y a plus de personnes qui vont atteindre l'orgasme en termes de proportion par la stimulation externe du clitoris que par la stimulation interne, mais comme les deux se peuvent, quelqu'un pourrait, ne vous sentez pas mal si vous, c'est seulement externe ou seulement interne. C'est la même chose avec l'éjaculation pour une personne de phénotype XX. Il y en a qui vont être capables d'avoir une éjaculation, il y en a qui ne seront pas capables. La stimulation peut être, ça peut venir avec le temps, ça peut partir aussi. Fait que, voilà. Ouais, puis pour les types d'orgasmes, ben, il y a les façons de stimuler, donc concrètement, les organes génitaux, mais il y a des manières de changer les barèmes des relations sexuelles pour que l'orgasme soit vécu de différentes façons. Par exemple, le edging, que si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une pratique où on va retarder l'orgasme le plus possible. Fait qu'on va on va se rapprocher du threshold de l'orgasme, on va arrêter de se masturber ou de masturber son partenaire juste avant. Puis là, on recommence. Fait que là, la tension, elle monte et descend, elle monte et descend. Ça fait en sorte que quand il y a finalement le relâchement de l'orgasme après 1 heure, 3 heures, un week-end, ça peut vraiment être long, les séances de edging, ben, l'orgasme est vécu puis est décrit par les personnes qui le vivent comme étant vraiment comme sensationnel puis vraiment grand. Fait que ça, c'est une façon de vivre l'orgasme différemment. Puis j'ajouterais aussi qu'il y a des personnes qui vont dire si je me masturbe 1 fois par semaine, mon orgasme va être plus fort que si je le fais chaque jour. Effectivement, ça peut être une réalité. C'est juste, votre corps va s'habituer à une certaine sensation. Fait que si vous le faites très, très souvent, ça se peut que comme l'orgasme soit moins fort. C'est possible. Par contre, de se rappeler que votre corps va toujours retrouver l'homéostasie puis la normale. Fait que si vous masturbez tout le temps avec le même jouet puis vous vous dites « Oh non, il faut tout le temps que je mette des vitesses plus fortes puis que j'y aille plus fort », mais si vous arrêtez pendant un certain nombre de temps, votre corps va retrouver sa sensibilité initiale. Fait que c'est pas vrai de dire que mon corps s'habitue à un jouet puis je suis en train de désensibiliser mes organes génitaux. Ça serait un mythe. Parce que oui, ça peut être vrai sur du court terme, mais pas sur du long terme. Votre corps va retrouver sa sensibilité initiale. Ouais. C'est bon à savoir ça. Ouais. Puis pour continuer sur... c'est ça, fait que, mettons, pour jouer avec les barèmes d'une relation sexuelle, le edging va faire en sorte que ça va être vraiment intense, mais ça va être très concentré sur les organes génitaux, puis ça va être très intense. Et on peut jouer avec le slow sex, qui est une façon d'avoir une sexualité beaucoup plus lente, puis les orgasmes vont être beaucoup plus corporels, ressentis dans l'entièreté du corps. C'est quasiment spirituel si on va vers le sexe tantrique, par exemple. Fait que des manières d'avoir la sexualité qui va influencer la manière d'avoir les orgasmes, mais on ne pourrait pas donner une recette parfaite. Voici tel type d'orgasme et comment les atteindre. Il n'y a personne qui peut prétendre être capable de faire ça.
il y a le mythe de l'orgasme versus l'orgasme. Donc, il y aurait deux types d'orgasmes. Mais ça, je vais dire tout de suite, les professionnels ne s'entendent pas, la communauté sexologique ne s'entend pas à dire que si c'est un mythe ou si c'est une vérité. Il y a des études qui supportent que oui, il y a des études qui supportent que non. Fait qu'on rapporte l'information, puis vous ferez une tête là-dessus selon vous, mais dans le fond, c'est ça. L'orgasme serait la décharge physique. Fait que vraiment la manière dont on vit l'orgasme physiologiquement. Fait qu'on se masturbe, c'est très neurologique, c'est les nerfs qui ont un signal de plaisir au cerveau, tac, 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 on entend quelque chose, puis c'est très physique. Puis après, il y a l'orgasme qui serait la décharge physique, donc exactement la même chose, mais on rajoute une décharge émotionnelle. Fait qu'il va être senti de manière beaucoup plus corporelle. Fait qu'on viendrait avoir l'orgasme physique, puis l'orgasme qui est physique et émotionnel, puis ça serait comme les deux types d'orgasme d'échange de plaisir à avoir. Puis ça supporte, mettons, l'orgasme, on le ressentirait quand on vit beaucoup, beaucoup de périodes de stress ou qu'on se masturbe pour la simple envie d'avoir un orgasme. Fait que ça va pas être très émotionnel, ça va être très physique puis très ressenti dans les organes génitaux versus l'orgasme, on pourrait le ressentir dans une relation sexuelle où est-ce qu'on est très connecté à soi ou à son partenaire, à ses partenaires, puis ça va être très, très intime comme séance. Fait qu'il y a un peu ces deux penchants-là. Peut-être que c'est ça que la question voulait sous-entendre, là, les deux types d'orgasmes. Ouais, c'est vrai qu'on entend souvent parler de ça. Ben, ça me donne envie d'aller plus lire sur le sujet. Mais j'aime qu'il y ait les deux dimensions, physique et émotionnelle. Je trouve que c'est vrai qu'il y a certaines pratiques, je trouve, qui sont vraiment ressenties plus deep down dans l'âme, puis d'autres qui sont peut-être plus comme génitales, puis c'est tout à fait correct. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. Puis je trouvais ça cool parce qu'on a reçu plein de partages à ce niveau-là. Tu sais, ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est que pour varier l'intensité de l'orgasme, c'est aussi varier les pratiques externes, internes, ce clitoris externe, clitoris interne, ou sinon gland, prostate, de comme varier la manière, se varier les pratiques, varier l'intensité, slow sex, le edging. Fait que c'est comme, ouais, c'est vraiment cool de voir qu'il y a tout plein de possibilités. Ça peut varier le plaisir. Puis ça me fait penser d'ailleurs à un partage qu'on avait reçu d'une personne de la communauté. C'est un homme, je trouve ça cool parce qu'on a souvent plus de partage de femmes ou de personnes avec un vagin. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Puis il m'avait donné la permission de comme, partager juste un petit extrait de son partage. Parce que je trouvais que ça apportait quelque chose à la table rouge. Puis c'est ça, sa question, c'est comment stimuler un pénis avec plus de douceur, de plaisir, d'excitation que le va-et-vient machinal voulant reproduire un coït que la porn nous a appris peut-être, qui s'avère peut-être pour la plupart comme des fois un peu plate, mais c'est vrai que c'est ça qu'on a appris un petit peu là, de juste comme faire le mouvement machinal. Puis il disait ce va-et-vient qui est ancré dans une culture de la performance, qui voit l'orgasme masculin comme l'objectif ultime à atteindre et le plus rapidement possible, donc comme la source de plaisir par excellence. Fait que c'est comme si justement on focusait sur le but qui est l'orgasme et pas sur tout le reste. Fait que je trouve que ça fait un peu écho à ce partage-là. Peut-être en tout cas, moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui peuvent le ressentir personnellement. Je le ressens aussi que l'orgasme, c'est souvent le but ultime, puis qu'on oublie toute la beauté qui mène à l'orgasme. Fait que moi, je trouve c'est cool que vous ameniez aussi qu'il y a différentes pratiques qui peuvent varier l'intensité de l'orgasme, mais que c'est tout le voyage aussi pour s'y rendre est tout aussi important. Fait que ouais, je voulais apporter ce partage-là aussi à l'échange. C'est cool, un beau partage, puis c'est vrai qu'il y a comme, je sais pas, tu parles du va-et-vient qui est comme super mécanique, qui est vraiment un mouvement dont le résultat va quasiment être assuré. Puis quand on commence à voir, ben, un peu la même chose pour le clitoris, je pense que tout le monde a sa manière de se masturber, puis on sait comment revenir vite. Puis il n'y a rien qui tue plus le désir que savoir exactement comment venir. Puis ça, les sexologues le savent très bien. Puis c'est de prendre des risques interpersonnels, puis des risques de comment est-ce qu'on peut explorer, puis voir le plaisir comme juste un terrain d'exploration. Puis on a tellement de choses qu'on peut faire pour se découvrir, puis découvrir son plaisir, puis d'essayer des nouveaux rythmes, d'essayer des nouvelles pressions, d'essayer des nouveaux jouets, d'essayer des nouveaux lubrifiants, des tatatans. Il y a vraiment une infinité de choses qu'on peut faire avec ses organes génitaux et tout son corps qui est hétérogène d'ailleurs. Puis on se fait parler de l'acte sexuel comme l'orgasme et la finalité, c'est ça qu'il faut atteindre, mais comme c'est un schéma de pensée énorme à déconstruire. Vous pouvez pas vous dire que du jour au lendemain, vous voulez
plus atteindre juste l'orgasme, vous voulez voir la sexualité autrement, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. Mais oui, c'est important. L'acte sexuel au complet est du plaisir, de l'excitation, puis c'est ça qu'il faut essayer de comme jouer avec son cerveau pour que son cerveau le comprenne, puis ça permet d'être encore plus dans le moment présent et de vivre une sexualité tellement plus comme diversifiée, puis d'expérimenter autre chose que si on veut seulement juste atteindre l'orgasme, sauf que c'est juste ça qu'on voit, c'est juste ça qu'on se fait dire, puis c'est comme si c'était une réussite. Ah, j'ai eu une bonne relation sexuelle parce que je suis venue. Mais comme, c'est tellement plus que ça, sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup à déconstruire, puis c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus personnellement parce que la socialisation, puis ce qu'on se fait dire en société ne va pas changer du jour au lendemain. Puis, mais oui, c'est ça. Of course, c'est le fun d'avoir un orgasme, on va pas se le cacher. Mais comme tu dis, c'est comme ça met beaucoup de pression que ce soit le but ultime. Puis c'est ça qu'on nous apprend, puis ça peut peut-être invisibiliser plein de pratiques. Mais je pense que ça m'amène à mon autre question de comme diversifier les pratiques. On a eu beaucoup de questions sur le sexe anal. Fait que genre, comment commencer à l'explorer? Ou genre, ben c'est ça, est-ce que vous avez des conseils pour explorer le sexe anal? Oui, le premier que j'aurais à dire, c'est le lubrifiant en majuscule. Lubrifiant, vraiment, c'est un outil quasiment indispensable. Le crachat, ça sèche trop vite. Et l'eau, ce n'est pas du lubrifiant. Fait que, ouais, le lubrifiant, c'est vraiment une bonne solution. Puis, je conseille aussi le lubrifiant à base de silicone parce que celui à base d'eau va sécher plus vite que les autres types de lubrifiants. Fait que pour le sexe anal, où est-ce qu'on l'anus puis le rectum ne va pas être un organe qui se lubrifie lui-même comme le vagin pourrait l'être ou la bouche qui est pleine de salive. Fait que c'est vraiment important d'avoir un lubrifiant pour éviter les fissures anales, juste une pénétration qui est difficile. Puis c'est une sensation qui est agréable aussi. Le lubrifiant, ça peut être super érotique là, comme texture à toucher, quoi que ce soit. Il y en a avec des odeurs, il y en a avec... En tout cas, fait qu'il y a vraiment le lubrifiant. C'est important. Puis, ouvrir une parenthèse sur le lubrifiant, il y a deux types de lubrifiants très, très communs. Le lubrifiant à base d'eau, le lubrifiant à base de silicone. Le lubrifiant en silicone ne va pas sécher aussi vite que lui à base d'eau. Par contre, le lubrifiant à base d'eau est très, très important à utiliser si vous utilisez des jouets à base de silicone. Ouais. Fait que c'est comme la seule règle. Silicone, c'est non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, j'allais dire, si, mettons, vous pratiquez le sexe anal avec un butt plug, puis votre butt plug est en silicone, lubrifiant à base d'eau. Exact. Ouais. Deuxième conseil, d'y aller à son rythme. Fait que ce qu'on veut dire par là, c'est de commencer petit. Vous devez habituer votre corps à une toute nouvelle sensation. Si vous commencez à explorer l'anal, allez-y avec un doigt, allez-y avec le plus petit butt plug que vous possédez. Si c'est par pénétration d'un pénis, allez-y comme doucement. Fait que tout ça, faut comprendre qu'on habitue son corps à une nouvelle sensation. Fait que faut y aller doucement. Fait que ça, c'était notre deuxième petit conseil. Oui, c'est ça. Puis de cette séquence-là de comme commencer petit puis y aller grand, pour certaines personnes, là, mettons le passage de juste se masser l'extérieur jusqu'à s'acheter un dragon dans un sex shop. Pour certaines personnes, ça va être dans l'espace d'une soirée, puis pour d'autres personnes, ça va être sur l'espace de 5 ans, puis c'est normal que ça prenne du temps. Puis que ça ou que ça en prenne pas. C'est ça, le pratique de la mort, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. En tout cas, je veux dire, c'est normal pour tout le monde. Oui, d'être à l'écoute de son corps. Hein. Oui, exact, ouais. Exactement. Oui, exact. Sinon, j'irais sur un autre conseil qui est se mettre à l'aise puis se questionner sur le contexte dans lequel c'est plus à l'aise. Fait que si on parle d'une initiation au sexe anal, c'est de se dire dans quel contexte est-ce que je serais le plus à l'aise pour faire cette pratique-là? Est-ce que je suis plus à l'aise de le commencer seule, moi-même, dans ma chambre, quand il n'y a personne qui regarde, ou je suis plus à l'aise de le faire avec ma partenaire parce que ça, c'est sécurisant pour moi. C'est important d'avoir la question, puis de se poser la question pour avoir une réponse qui est concrète, parce que des fois, on va peut-être faire ça pour plaire à un partenaire, puis on réalise que j'aurais peut-être préféré le faire seul avant, ou vice-versa. Fait ça, c'est pour être bien. Ouais, c'est ça. Puis, oui, quoi d'autre qui peut rendre à l'aise? Le sexe anal aussi peut faire peur ou peut faire prendre un peu de recul à certaines personnes parce que c'est par là qu'on fait caca. On va pas se mentir, là, c'est par là que les selles partent. Puis, ça peut comme créer un blocage mental. Utilisez, mettons, si vous faites un anulingus, OK? Donc, l'équivalent du cunnilingus, mais sur l'anus, utilisez une digue dentaire pour commencer. Si ça peut débloquer peut-être comme un blocage psychologique, même si la personne est très bien lavée, puis tout va bien, peut-être juste une digue dentaire, ça comme enlève ça, fait que tu peux quand même faire la pratique, puis pas avoir le malaise qui vient avec.
ou doigter avec un condom sur ton doigt ou sur un jouet sexuel. Fait que ça comme un peu, c'est une étape de plus qu'on peut rajouter dans la séquence de s'habituer puis se mettre à l'aise avec le sexe anal. Puis tu laisses parler de l'apport anal aussi en même temps. Ah oui, Moi, j'ai une question juste avant que vous allez par rapport au lubrifiant, avant que vous allez plus loin. On demandait dans le chat les préservatifs, est-ce qu'ils s'utilisent avec les lubrifiants à l'eau ou à silicone? C'est une bonne question, j'ai aucune idée de la réponse. Les deux, c'est ça. Les condoms Les sont deux. souvent faits en latex. Même ceux qui sont faits sans latex s'utilisent. C'est universel là, pour que ça soit utilisé avec. Ben, en fait, les lubrifiants sont conçus pour qu'ils soient créés avec tous les types de condoms qui existent. OK, fait qu'il n'y a pas de genre truc à regarder par rapport à ça. Il y a peut-être des exceptions, mais en général, je veux dire, tu sais, de ce qu'on connaît, ça s'utilise. La seule Ok. règle, c'est vraiment jouer en silicone avec lubrifiant en silicone. Sinon, ça va juste briser vos jouets. C'est ça la raison. Là. Vous n'allez pas avoir une infection, peu importe. C'est juste que ça va briser, en tout cas, la friction des molécules. C'est ça. Vos jouets vont devenir poreux, donc il y a des bactéries qui peuvent venir s'incruster sur le jouet, puis ça va être plus difficile à laver. Mais c'est pas un bon point de rajouter le condom dans le sexe anal. En n'utilisant pas de condom, ça fait en sorte que votre condom peut briser plus facilement. Donc, passage des ITSS plus facile. Fait que, Du lubrifiant. En n'utilisant pas le lubrifiant. oui, je déparle. En n'utilisant pas de lubrifiant, il y a plus de risques que le condom brise et donc il y a un passage des ITSS. Fait que le lubrifiant agit aussi comme un protecteur dans ce sens-là. Ouais, puis si vous utilisez un condom ou même sans condom, il y a quand même une règle de il n'y a pas de pénétration vaginale et anale comme sans avoir lavé l'outil pénétratif ou si c'est un pénis comme levez-vous, allez vous laver, vous pouvez revenir après. Si c'est un condom, de changer le condom parce que les bactéries, les bonnes bactéries ne sont pas les mêmes. Ils vont se propager dans le mauvais trou. Exact. Puis pour la poire anale, la seule chose qu'on voulait dire, c'est que ça existe. Une poire anale, c'est un outil. Oui, mais en fait, ça ressemble à une petite poire, le mot dit bien. Ça a la même forme que les poires nasales là, pour se laver le nez qu'on voit en pharmacie. C'est d'ailleurs dans la même rangée si jamais vous allez vous en acheter une. Puis ça a comme un petit embout vraiment comme le bout d'une poire. Puis on la remplit d'eau dans le fond pour faire un lavement. Ben, le nom, c'est pas lavement, là, lavement, c'est vraiment un gros lavement rectal. Là. C'est plus juste pour se nettoyer l'intérieur du rectum. Puis là, j'utilise le mot nettoyer, mais c'est pas pour rendre le rectum plus propre. Le sexe anal, si vous ne lavez pas puis vous n'utilisez pas la poire, ce n'est pas sale. Quand vous faites du sexe anal, peu importe si vous faites un lavement à la poire ou pas, c'est dans les fesses. Il faut s'attendre à ce que si du caca, ce soit normal, puis il ne faut pas paniquer parce que ça fait partie de la pratique, puis ça fait partie de la vie. Comme quand vous faites une pénétration vaginale, il y aura peut-être de la glaire cervicale, puis de la lubrification vaginale, c'est juste normal. Fait qu'il ne faut pas Fait que la poire, dans le fond, c'est vraiment juste si on est plus à l'aise comme ça de le faire, mais c'est pas un must, mettons. Exactement, c'est pas un must. Puis c'est quand même bien indiqué sur les boîtes là, si vous en achetez en pharmacie de comment les utiliser, mais sinon vous nous enverrez des questions pour qu'on vous explique exactement le détail de comment ça fonctionne, mais c'est assez bien écrit là, sur les boîtes. Oui, on a déjà fait des reels sur comment les utiliser. Exactement, parce que c'est mieux si vous voulez faire du sexe anal puis vous dites OK, mais moi, si j'ai pas de lavement, entre guillemets, j'en ferai pas. Rentrez pas un pommeau de douche dans les fesses. Là. Comme utilisez les outils qui sont faits pour ça. Fait que c'est juste ça qu'on voulait dire, mais j'ai écrit en grande majuscule, c'est pas nécessaire. Comme André dit, si vous allez explorer l'exploration anale, ça se peut qu'il y ait du caca, c'est ça la vie. Fait que, je veux dire, faut pas se sentir mal, faut pas se sentir dégueu, genre, mais oui, c'est normal. C'est humain. Exact. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat. Je prends plein de notes de quotes. Là. Moi, je suis comme la gardienne des quotes. Puis là, d'en dire vraiment plein. Ça va être juicy. OK. J'adore, j'ai hâte de voir ça. Bon, en tout cas, le lubrifiant est le mot d'ordre. Puis il y a quelqu'un qui demande dans le chat, si, mettons, tu n'as pas de lubrifiant sur la main, est-ce que vaseline, est-ce que huile de tournesol, ça peut faire? Y a-t-il des trucs homemade ou vous le conseillez pas? La vaseline va souvent être utilisée pour mais c'est comme, on recommande vraiment pas parce que c'est pas des produits qui sont faits pour ça, donc il y a plus de chances d'attraper des infections. Puis ces produits qui sont pas faits, mais qui sont pas faits pour ça, qui sont pas scellés pour ça. Tu sais, ton pot de vaseline, tu utilises tous les matins pour t'en mettre ses lèvres, il est pas propre, il est en contact avec d'autres bactéries. Ton pot d'huile tournesol, si tu l'utilises pour cuisiner, puis il est proche de il y a plein de bactéries là-dedans qui sont pas faites pour aller sur tes organes génitaux ou ton rectum ou quoi que ce soit. C'est ça augmente le risque
d'infection, là. Tu sais, genre, faut penser que tous les lubrifiants qui vont sortir, il va y avoir des tests qui vont être faits dans des labos pour vérifier est-ce que c'est à pH neutre, est-ce qu'on pourrait développer une infection. Vos huiles que vous utilisez pour la cuisson, pas du tout, tu sais. Fait que moi, je suis comme très catégorique, c'est non. Je veux dire, utilisez pas, on a déjà fait un reel là-dessus, mais comme, utilisez pas des huiles, même genre de la nourriture, vous pouvez explorer la sexualité avec la nourriture, mais comme, rentrez-vous pas ça dans votre vagin ou dans vos fesses. Comme, Si vous voulez utiliser de quoi pour rentrer, mettez un condom sur votre concombre, tu sais, mettons, oui, genre protégez-le d'une certaine façon. Mais tu sais, on comprend que, tu sais, nous, notre thème, c'est non parce qu'on veut éviter à tout prix puis on veut conserver une santé sexuelle, mais on comprend que la réalité des gens, mais c'est pas tout le monde qui a le temps de s'acheter du lubrifiant. Si vous utilisez des huiles comme ça, essayez d'aller juste faire une petite recherche, c'est-tu mon huile d'olive ou mon huile de coconut qui est plus à pH 9, puis soyez alerte de vos symptômes, mettons, les jours qui suivent, là, de genre se questionner, mais le plus possible, non. Puis, tu sais, si vous avez une infection, genre, c'est pas grave. Genre, on dit pas que les infections, c'est mauvais pis tout, c'est pas ça. Ça C'est juste fait- que, comme, ça fait juste mal. Ouais. Fait que, comme, faites-le pas. Moi, ma réponse est non. Fait que, c'est ça. Puis la seule chose qu'on voulait conclure là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui vont faire du sexe anal pour plaire à leur partenaire. On entend vraiment, vraiment souvent ça. Même si c'est une pratique qui est de plus en plus parlée puis détabouisée, dans tous les cas de pratique sexuelle, ne vous forcez jamais à faire une pratique pour votre partenaire. On entend vraiment souvent ça, malheureusement. Le petit truc que je voulais apporter, par exemple, c'est qu'on entend beaucoup d'hommes cis hétéros qui sont genre « Ah, moi, je veux pas faire de sexe anal », puis il y a comme « Ah, c'est associé à l'homosexualité », puis tout. Ça, par exemple, je pense que c'est pertinent de se questionner sur pourquoi. Si c'est, tu sais, il y a quand même des questions qu'on peut se poser, mais ne vous forcez jamais à faire quelque chose pour votre partenaire. Ça, je pense que c'est quand même important à dire, même si, oui, on parle de sexe anal comme si c'était une pratique qu'on devrait tous et toutes pratiquer. C'est pas ça qu'on dit. C'est juste que, oui, ça peut être quelque chose que vous pouvez pratiquer. Genre, c'est aussi ce qu'on voulait apporter, c'est que pour les hommes de phénotype XY, pour les personnes de phénotype XY, oui, la prostate, c'est quelque chose qui peut apporter du plaisir, quelque chose qui peut apporter un orgasme, mais ne vous forcez évidemment jamais à faire une pratique que ça vous tente pas. Ouais. Ouais, merci du rappel. C'est ça peut être cool à explorer. Ça peut justement décupler des orgasmes pour certaines personnes. Mais en effet, chacun a son rythme, puis chacun ses pratiques aussi qui lui tentent. Exact. Ça m'amène d'ailleurs à ma prochaine question. Là, on a parlé de sexe anal, mais est-ce que vous avez des conseils pour spice up notre vie sexuelle? Mettons que le sexe anal, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, ça peut être quelque chose justement qui peut spice up, mais est-ce que vous avez d'autres idées pour spice up notre vie sexuelle? Surtout si, mettons, ça fait longtemps qu'on est avec le ou la même partenaire. Ouais, je sais pas s'il y a des gens ici ça fait longtemps qu'ils sont en couple, mais ça peut être cool d'avoir des idées. Fait que j'aimerais bien qu'on jase de ça. Oui, c'est vraiment une bonne question, puis un bon pont à faire avec le sexe anal, surtout pour les couples hétéros, les couples qui vont pas pratiquer cette pratique-là. Ça peut être un des exemples qu'on pourrait donner tout à l'heure là, sur une idée ou une astuce pour spice up la vie sexuelle. Quand on dit spice up la vie sexuelle, ce qu'on entend par là, c'est de s'initier à autre chose que le sexe vanille, parce que le sexe vanille, ça va être le script qu'on voit dans la sexualité. Fait que ça va être la relation sexuelle, c'est préliminaire, pénétration, orgasme, fin. Ça, c'est ça le sexe vanille, c'est ce qui est entendu en société, c'est la norme, c'est ce qu'on voit dans les produits culturels, dans les films, dans les séries, c'est comme l'enchaînement normal d'une relation sexuelle. Puis quand on parle, puis moi, Prosy, on a 2 épisodes complets destinés à spice up la vie sexuelle. Fait que si ça vous intéresse, vous avez 2 heures de contenu là-dessus. Oui, j'ai écouté d'ailleurs. J'ai adoré. Fait que si on pourrait en parler pendant des heures, là, mais mettons en quelques minutes vos meilleurs trucs, mettons, vos meilleurs conseils. C'est vraiment quelque chose qui vient souvent, puis c'est vraiment une bonne question. Puis tous les professionnels en sexologie vont s'entendre sur qu'est-ce qui va, mettons pour les couples long terme, qui va tuer l'amour ou tuer le désir, la passion, c'est la monotonie. Fait que quand on a un pattern qui est pareil, puis étant donné que le pattern qui est proposé en société, ben, c'est toujours le même, c'est comme important de venir prendre des risques interpersonnels. Puis c'est pour ça que c'est pas un problème pour les personnes queer, ou moins un problème pour les personnes queer, parce qu'ils n'ont pas de représentation médiatique, puis ils n'ont pas de représentation de la sexualité
dans leur vie de tous les jours, ils n'en ont pas. Fait que s'il y a des points négatifs à ça, mais s'il y a un point positif à donner, c'est qu'ils peuvent inventer leur propre script de vie sexuelle. Fait que c'est moins un problème de monotonie au long terme. Ils vont trouver leur propre vie sexuelle puis leur propre manière de voir la sexualité. Fait que ça, c'est plutôt cool. Puis de ça, on peut s'inspirer des personnes queer à travers ça. C'est tellement intéressant, ça, comme réflexion. C'est vrai que ça nous laisse plus de place à la créativité, vu que ben, c'est pas cool qu'on ait pas tant de représentation, mais au moins, on n'a pas comme le script sexuel déjà écrit qui nous met dans une petite boîte. Mais j'aime cette réflexion. C'est ça, les personnes hétéros qui vont sortir du cadre, on dirait que c'est presque mal vu. Fait qu'au moins, le seul côté positif de ne pas avoir de représentation, c'est que les personnes queer vont créer leur propre script qui est beaucoup plus modulable. Fait que ça, c'est comme un aspect qui est positif, si on peut dire. Ouais. Puis comme André dit, on devrait juste s'inspirer de cette communauté-là qui a appris à comme jouer avec la sexualité, expérimenter. Mais vous devez, tu sais, encore une fois, si ça vous tente pas puis que le sexe vanille, ça vous convient, c'est vraiment correct. Mais là, on veut vous donner des conseils. On est allé dans notre épisode, qui est la partie 2 n'est pas encore publiée, mais on a sorti nos meilleurs trucs puis on vous donne des conseils. Fait que si vous voulez prendre des notes, c'est le moment. Ouais. D'utiliser différents médiums. Ce qu'on veut dire par là, c'est vous pouvez intégrer les lettres érotiques. Donc, par exemple, d'envoyer une lettre érotique à votre partenaire par exemple, j'aimerais ça que tu touches de telle façon, puis c'est vraiment une lettre des étapes à faire, ou au contraire, de scripter votre relation sexuelle que vous allez avoir plus tard. Puis vous écrivez ça, fait que de cette façon-là, vous allez changer définitivement ce que vous faites à l'habitude, ou au contraire, utiliser la porno pour varier sa vie sexuelle. On pourrait penser à regarder une vidéo porno puis essayer de la recréer. Fait que vous faites en même temps ce que les acteurs, les actrices porno font dans la vidéo. C'est sûr que ça va changer la façon dont vous allez avoir une sexualité. Puis vous allez pratiquer en même temps le edging parce que s'il y a une position, par exemple, qui vous donne beaucoup de plaisir, ben la scène d'après, ça change puis vous devez changer en même temps que les acteurs ou les actrices. Vous allez pratiquer le edging de toute façon. Fait que ça, c'est un des conseils qu'on peut donner qui fait en sorte que vous allez sortir de votre script habituel, de votre routine. Fait que ça, c'est notre premier truc. Puis, ce que Ah non, j'ai oublié ce que j'allais dire. Est-ce que... Ah, vas-y. Ce que je trouve nice avec l'idée de la porno, c'est que ça renverse un peu le pouvoir que la porno a sur nous de comme, contrôler notre vie sexuelle. Puis là, on peut comme décider de l'utiliser pour notre propre plaisir au lieu de se faire endoctriner, je sais pas si c'est le bon mot, par la porno puis les représentations qu'on en a. Fait que je trouve ça vraiment, c'est comme empowering comme outil. Oui, c'est cool, c'est comme se la réapproprier. Non, je me demandais juste si vous avez des plateformes de porno plus éthiques ou je sais pas si vous avez des suggestions. J'écoute pas exclusivement de la porno audio. Fait que pour visuel, peut-être Rosie aurait des idées. En fait, il n'y a pas beaucoup de porno éthique accessible gratuitement. On pourrait faire une petite recherche puis vous donner comme nos meilleurs sites ou ce qu'il y a de plus éthique. Mais sinon, OnlyFans, oui, OnlyFans va prendre une cote, mais c'est quand même une plateforme qui rémunère correctement. On sait que les personnes qui sont dessus sont rémunérées puis le font de leur plein gré. Là. Quand tu t'inscris sur OnlyFans, c'est régulé. Ouais. Mais si vous ne payez pas pour votre porno, elle n'est pas éthique. Mais ouais, si vous avez des suggestions, en tout cas, vous pouvez me les envoyer puis je pourrais les inclure dans l'infolette recap. En tout cas, s'il y a des plateformes qui vous viennent en tête. Ouais, mais la porno audio, moi, j'utilise l'application Dipsy. Fait que D-I-P-C, donc S-E-A. C'est payant? Oui, c'est payant. Fait que tu as l'abonnement par an ou par mois. Mais il y a aussi, quand tu télécharges l'application, certains audios qui sont gratuits. Fait que tu peux faire comme tester, voir si tu aimes ça. Puis il y a vraiment une variété de scénarios qui sont offerts. Il y a des trucs de relaxation aussi dans l'application. Puis il y a des audios que ça va être juste du moaning, fait que juste des personnes ça va être juste des bruits de sexe. Il y a d'autres que ça va être du jerking off instructions, fait qu'ils vont dire comment te masturber sur le moment. Il y a d'autres que ça va être des histoires érotiques. Fait que la porno audio, c'est vraiment une avenue fun à explorer pour ceux qui connaissent pas ça. C'est vraiment fun. C'est cool. Puis Eri, elle a mis le lien dans le chat si jamais vous voulez le prendre en note. Puis c'est ça, oser payer pour votre porno, j'ai l'impression qu'il y a comme un tabou associé à ça, de genre, tu payes pour ta porno, genre, t'es donc ben accro. C'est pas ça, c'est juste que vous la consommez de façon éthique. Ouais. Encore une fois, le tabou de la sexualité imprègne ce genre de vision-là qu'on peut avoir. Fait que
je voulais juste dire ça avant que tu Ouais. continues avec le prochain thème. Oui, c'est ça. Oui, pour continuer sur les trucs pour spice up sa vie sexuelle, pour sortir du sexe dormier, c'est de jouer avec le pouvoir, puis le principe du pouvoir, qui est très ancré dans les principes du BDSM. Le BDSM, ça fait peur parfois pour ceux qui l'utilisent pas. On pense que c'est comme, on pense à BDSM, puis on pense à du bondage avec des cordes, puis à des donjons, puis à des trucs comme ça, mais les pratiques du BDSM peuvent vraiment s'inclure dans son lit puis ses relations sexuelles de manière soft ou vraiment plus naturelle. Puis la plupart des gens font des pratiques BDSM sont en compte. Il y aura souvent, si vous êtes à deux dans vos relations sexuelles, il y aura souvent une personne qui va prendre plus le dessus que l'autre naturellement. Ça, c'en est, c'est des petits indices de domination, soumission sur lesquels vous pouvez jouer puis mettre l'accent dessus. Puis le BDSM, on pense aussi qu'on a vraiment beaucoup souvent d'outils. Fait que d'acheter des menottes, d'acheter des fouets, d'acheter des gag balls, d'acheter des sous de latex. Mais ça peut être très low budget. Puis la domination et la soumission, je parle trop vite, je vais me calmer. La domination puis la soumission peuvent être faites de manière aussi simple que la manière dont tu tiens les poignets de ton partenaire, la manière dont tu frappes ses fesses, la manière dont tu lui donnes des ordres. Tais-toi, suce-moi, mange-moi, liche-moi. Tu sais, ça peut être des ordres qui sont donnés. J'ai vu que vous avez fait un post là-dessus aujourd'hui d'ailleurs. Exactement, c'est pour ça que là, j'ai plein d'idées. Puis je suis comme très frais dans ma tête. Fait que c'est ça, ces pratiques-là peuvent être incluses au lit de manière low budget et comme friendly pour les personnes qui s'y initient. Un truc plus pratique, mettons, de BDSM, de domination-soumission, c'est d'utiliser l'autre partenaire ou des parties de son corps comme un jouet, un objet. Fait que c'est de l'objectification à fond. Mais on vous présente Merlin. C'était sûr qu'il allait déranger. Tu peux continuer. Merlin, salut! Oh mon Dieu, il est trop cute. Ok, j'essaie de me concentrer sur ce que tu dis, puis pas juste regarder Merlin. Bien évidemment, toutes les pratiques qui impliquent la domination, la soumission, il faut le consentement clair de la personne et enthousiaste. Donc, on cherche un oui enthousiaste plutôt que l'absence d'un non. Ça, c'est super important. Puis, utilisez-vous des safe words ou des safe signs pour les personnes qui ne parlent pas ou les personnes qui ont, je sais pas, un objet dans la bouche qui les empêche de parler, par exemple, comme un pénis. Juste comme un petit squeeze sur une fesse, ça peut être un safe sign lorsqu'on fait des pratiques BDSM ou n'importe quelle pratique sexuelle, en fait. Puis pour expliquer c'est quoi un safe word ou un safe sign, c'est d'avoir un mot qui veut dire comme non, t'arrêtes tout de suite. Parce que des fois, le mot non est utilisé pour exciter et non pour vraiment dire non. Fait que d'avoir un mot qui a aucun rapport avec le sexe, genre banane. Puis si vous prononcez ce mot-là ou que vous avez un signe, peu importe c'est quoi le signe que vous avez avec votre partenaire, ça veut dire comme un non catégorique, genre on arrête tout de suite comme ce qui est en train de se produire. Puis c'est full important dans les pratiques BDSM où on utilise la domination et la soumission parce que on peut placer la personne dans une position que ça soit de souffrance physique, fait d'être capable aussi de dire non sans utiliser le mot non. Fait que ça se prépare quand même, tu sais, de se partager justement un peu nos limites, de se dire notre safe word. Ça peut se préparer pour que ça soit encore plus le fun, puis dans le respect de tous les partenaires. Fait que là, j'ai fait ma petite intro safe word BDSM, mais le truc spice up que je voulais donner, c'était d'utiliser l'objectification, fait que d'utiliser la main de ton partenaire, puis ça, c'est ton jouet pour la soirée. Puis c'est une objectification totale, donc si c'est plus une personne, c'est un objet. Évidemment, ça, c'est dans le jeu du BDSM, là. C'est une personne, il faut la respecter et son consentement aussi. Tu peux raconter ce que tu avais fait, peut-être avec, que tu as raconté au podcast avec ton... Tu peux, ben c'est d'utiliser, comme tu dis, le corps de son ou sa partenaire comme un jouet. Puis moi, ce que j'avais expérimenté, c'est probablement de demander à la personne, est-ce que je peux utiliser ton corps? Puis ensuite, de complètement contrôler toute la relation sexuelle parce que la personne ne doit pas bouger. Fait qu'il y a comme, tu sais, vous inventez comme des règles, puis évidemment, c'est modulable à chacune, puis votre expérience, mais je trouve que c'est le genre de pratique qui, évidemment, va... En fait, c'est tout le temps dans l'idée de comme expérimenter autre chose. Fait que vous pouvez même demander à la personne, c'est peut-être TMI, c'est pas grave. La personne, j'avais dit, écoute une série, puis genre, fais comme si t'étais pas là, puis je fais juste utiliser ton corps, puis ça... Tu sais, quand j'ai comme terminé cette relation sexuelle-là, j'étais comme, mais c'est tellement différent de ce qu'on fait d'habitude. Fait que juste intégrer ça, ou un autre conseil full facile, il y a souvent une personne qui va prendre plus le lead, si on peut dire, puis d'échanger les rôles. Fait que, tu sais, puis ça, c'est le genre de truc qui se communique. On va pas t'en parler ce soir, mais comme
communiquer, utiliser le dirty talk, puis parler durant vos relations sexuelles, comme ça peut être comme, on dirait que c'est toujours comme bizarre de l'introduire, mais il n'y a rien de mieux que de communiquer parce que vous allez être sûr que comme votre relation sexuelle va être beaucoup plus plaisante pour vous et pour l'autre personne. Fait que ça, c'est le genre de truc que vous pouvez intégrer super facilement. Puis comme André dit, vous n'avez pas besoin de vous acheter des menottes puis d'avoir un donjon. Genre, c'est pas ça du tout, tu sais. Fait que vous pouvez y aller de façon comme low budget puis comme juste essayer si ça vous tente. Fait que ça, c'est le genre de truc qu'on voulait ajouter. Ouais, on en a plein d'autres trucs, là. Le prochain que je vais donner, c'est à propos des sens. Fait que d'utiliser les sens qu'on a, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, dans la sexualité, puis d'exploiter ces sens-là dans la sexualité. Fait que de soit les restreindre ou les accentuer. Fait que restreindre les sens, ça va être genre s'attacher les mains. Fait que quand tu t'attaches les mains, mais c'est vraiment frustrant d'être de même puis de se faire les charnoune, là. T'es comme... ouais, mais tu sais, c'est un peu différent qu'au podcast. Au podcast, genre, on parle de nos anecdotes assez librement, puis on se sent un peu... Ah non, mais c'est... Let's go! Pas de gêne ici. Pour ceux qui sont habitués de venir aux tables rouges, pour vrai, il n'y a pas de tabou ici, là. Fait que... C'est ça, fait que tu sais, d'avoir les mains attachées puis de juste pas être capable d'attraper la tête de son partenaire, d'attraper les draps, mais tu sens tellement, on dirait que tu sens plus qu'est-ce qui se passe entre tes jambes, puis tu sens plus les petites léchures que tu reçois, d'avoir les yeux bandés aussi, ça accentue vraiment les reste des sens. Ça peut être utiliser l'ouïe, pour accentuer les sens, utiliser la musique. Ça paraît anodin parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des relations sexuelles en utilisant la musique, mais la musique peut rythmer vos relations sexuelles. Fait que si tu mets une ambiance vraiment comme de sensuelle, romantique, ben ça va guider la relation sexuelle, versus si tu mets genre du gros heavy metal, ben ça va être une relation sexuelle. Mais ça se peut, genre ça peut être très érotique pour plusieurs personnes. Fait que c'est vraiment, vous pouvez utiliser votre oui comme un outil de sexualité. Puis là, je vais plugger un petit truc. On a fait des playlists de sexe, moi et Rosie, sur Spotify puis Apple Music. Fait qu'il y en a une qui est plus comme R&B, puis l'autre qui est plus indie, musique indépendante de sexe. Fait que si ça vous intéresse, c'est des playlists apéro-sexo. J'adore! C'est sûr que j'inclus ces liens-là aussi dans le recap, là. C'est-tu sur Spotify, les filles? Oui, Spotify et Apple Music. On a eu l'idée parce que j'avais pas de playlist de sexe avant. Fait que je mettais genre shuffle, puis là, en pleine filation, c'est genre cowboy fringant. C'est ça qui joue. C'est comme c'est le mood, là, tu sais. Fait que voilà, fait qu'on s'était dit, bon, il y aura des playlists, puis ça règle le problème pour ceux qui en ont pas puis qui sont trop paresseux pour le faire. Fait que si ça vous plaît. Ok, voilà. J'adore. Pour vrai, ça fait tellement longtemps que j'ai commencé une playlist, il y a 4 tunes dessus, mais après, bon, c'est aléatoire sur d'autres affaires. Fait que merci pour votre contribution. Fait que, ouais, c'est ça conclut un peu qu'est-ce que je veux dire pour les sens, là. Mais tu sais, il y a aussi des lubrifiants qui font des picotements, des chauffants. Faire du sexe oral avec des glaçons, les laisser fondre dans sa bouche, faire jouer avec le chaud, le froid, tout ce qui est sensoriel, là, c'est vraiment une bonne idée pour juste changer un petit paramètre au lit, là, puis sortir du segment. Dans le prochain thème, planification, anticipation, ici, on veut donner des trucs pour jouer avec le temps. Fait que commencer une relation sexuelle puis la finir plus tard. Fait que vous dire, par exemple, OK, on a 5 minutes, puis quand on dit ça, on prend en compte un peu de comme, c'est une relation sexuelle complète, même si ça dure juste 5 minutes, mais il y aura peut-être pas l'orgasme, puis on va pas se le cacher, il y en a beaucoup que c'est ça qu'ils recherchent dans leur relation sexuelle. Fait que, par exemple, le matin, vous commencez une relation sexuelle, vous avez juste 5 minutes, aucun atteint l'orgasme, puis vous continuez le soir. Ce que ça fait, c'est que ça build up un peu une tension sexuelle qui peut être le fun à expérimenter. Sinon, se donner une limite de temps tout court. Donc, OK, on a 10 minutes pour avoir une relation sexuelle en ce moment. Un autre truc qu'on avait dit au podcast, c'est de commencer une relation sexuelle, mais non, pas commencer une relation sexuelle, avoir des intentions sexuelles avec sa partenaire. Fait que, par exemple, de se frencher le matin, une petite main sur une cuisse ou genre une petite tape sur une fesse dans la journée. Puis là, tout au long de la journée, c'est comme sexuel entre vous et votre partenaire. Puis tout ça build up un peu une tension parce que des fois, on est comme, OK, on a une relation sexuelle le mercredi soir puis c'est tout le temps comme ça, ben de varier un peu, ben vous pouvez jouer avec le temps. Fait que ça, c'est un truc qu'on voulait donner comme idée. Ouais. Ou d'intégrer à
votre relation des dates de sexe ou des moments pour, juste que ce soit pour parler de sexe ou des moments plus intimes. Fait que par exemple, vous dire, OK, vendredi prochain, on va avoir un moment, puis tu sais, souvent le sexe, il y a comme, les gens ne prennent plus le temps, fait que c'est comme ça devient presque comme un truc à son Un horaire. devoir un peu. Comme une tâche. Bon, ça fait longtemps, fait qu'il faudrait peut-être qu'on ait du sexe, ouais. Exact. Fait que de changer un peu cette vision-là, puis évidemment, si vous dites, OK, vendredi le 18, on va avoir du sexe, vous avez toujours le droit, évidemment, de révoquer votre consentement puis de vous dire, ah, ça me tente plus, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, même si c'est juste, vous avez pas de mots physiques, ça vous tente pas, évidemment, vous pouvez toujours révoquer votre consentement, mais ça peut être une idée de vous dire, OK, moi, c'est ce que j'ai intégré, genre, nous deux, on fait ça dans nos relations, puis vous vous donnez, tu sais, vous avez comme toute la soirée, puis vous pouvez, je veux dire, souper, prendre un verre, mais comme vous parlez de sexe ou vous jouez à des jeux de sexe. Un truc full facile si vous n'avez pas de jeux, tu sais, on a parlé de plein de jeux qui existent, genre XXX de We're Not Really Strangers ou le jeu de Jouissance Club ou le truc de Happy Tears aussi. On en a pas parlé ici, mais c'est des jeux qui... Des jeux de questions des jeux sexuelles. de questions, fait que c'est pour comme apprendre à connaître son soi sexuel, ses partenaires sexuels, mais c'est aussi des jeux qui peuvent comme attiser un peu le désir, là, parler de sexe, comme l'appétit est en mangeant un peu, là, c'est un peu ça le principe. Exact. Ou inventer votre propre jeu. Moi, ce que je fais, c'est que je dis à mon partenaire, écris 10 choses que tu aimerais qu'on fasse. Moi, j'écris 10 choses que j'aimerais qu'on fasse sur des bouts de papier. Tu plies les bouts de papier, tu mets ça dans un bol. Ce que ça fait, c'est que ça change aussi l'ordre d'une relation sexuelle conventionnelle. Puis, ça permet aussi, tu sais, il y en a beaucoup qui me demandent de conseils de comment apporter ça dans ma relation. Mais si vous le faites en jeu, il y a comme, tu sais, vous pouvez apporter des fantasmes, par exemple, de cette façon-là. Évidemment que si vous êtes une personne qui reçoit, on en parle plus tard, mais si vous êtes une personne qui reçoit ça puis ça vous tente pas, évidemment, vous pouvez toujours dire non. Mais c'est ça, de dédier des moments ou d'intégrer des jeux ou juste de parler de sexe tout court, ça permet d'expérimenter autre chose dans votre vie sexuelle. L'idée du bol, c'est vraiment une bonne idée parce que ça permet Du bol. du bol puis de piger les trucs. Parce que tu peux écrire, mettons, je sais pas, genre te faire pisser dessus dans la douche, ça a tout le temps été un king puis t'as pas vraiment osé le dire. Mais l'écrire sur un petit papier, c'est moins confrontant. Fait que quand la personne veut le piger, c'est peut-être comme, hey, je savais pas que c'est quelque chose qui existait, on peut peut-être l'essayer, genre. Puis c'est comme, ça ouvre des discussions peut-être plus facilement que si c'était au-dessus de votre déjeuner un samedi matin. Hey, en passant, j'ai un kick dont je t'ai jamais parlé. Tu sais, c'est comme déjà dans le contexte d'une discussion sur la sexualité. Vous deux, vous êtes dans cette discussion-là, puis vous savez de soi qu'il y a peut-être des nouvelles informations qui vont se glisser, des petits trucs comme ça. Fait que ça peut peut-être faciliter la discussion. J'adore cette idée. Ouais. Genre, j'espère qu'Eri, tu prends plein de notes. Moi, j'en prends aussi un peu en side, mais Ouais, vous avez tellement des moi- bonnes idées. J'étais pas sûre si t'adorais l'idée du bol ou l'idée de se faire pisser dessus dans la douche. Je parlais de l'idée du bol. Mais Je te trouvais enthousiaste, c'était parfait. Mais oui, je prends des notes, I'm there. Oui, puis comme on vous a dit, on y va genre en résumé, mais vous avez genre 1 heure et demie de contenu qu'on a fait avec une invitée juste là-dessus, puis comme c'est des trucs conseils, parce que c'est ça que les gens veulent, là, qu'on s'est rendu compte comme des trucs pratiques puis des conseils. Fait que là, on vous donne un petit avant-goût, un petit résumé de ça. Mais comme Rosé a dit, la première partie de l'épisode est sortie, je pense que c'est l'épisode genre 3. Ouais. Puis la deuxième partie, on l'a tournée ce lundi, là, c'est tout frais, fait que ça va sortir dans genre 3 semaines à peu près. Exact. C'est ça, fait que vous allez... J'adore. Puis là, je vois quand même le temps qui file, puis j'ai quand même le goût qu'on garde aussi un espace pour les questions des personnes présentes en live. Fait que je sais pas combien il vous restait de petits trucs pour Spice Up, mais je finirais peut-être avec ça avant d'ouvrir aussi la discussion. Puis of course, j'ai genre tout plein d'autres questions, mais je trouve ça comme cool puis important de garder aussi l'espace pour les questions en live. Fait que je sais pas si vous aviez d'autres petits trucs. Il restait un truc dans cette catégorie-là de Spice Up, fait que c'était en fait d'aller en relation, fait que souvent ça va être d'ouvrir son couple, d'inclure quelqu'un d'autre, un threesome, des trucs comme ça. Ça peut être aussi d'inclure des gens dans cette sexualité sans nécessairement les toucher ou qui soient même inclus physiquement. Fait que aller genre au cinéma l'amour, puis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cinéma érotique où tu t'assois dans la salle. Rosé est déjà allé avec des amis. Tu t'assois dans la salle, puis c'est des films porno qui jouent, fait que tu te masturbes, puis c'est vraiment fait pour ça. Tu y vas, je pense qu'ils te donnent une couverture, puis des trucs de même. Puis fait que t'as comme, tu participes
genre, sexualité collective, mais les gens font leur truc, chacun leur bord, parce que c'est une manière de spice up, aller dans des clubs libertins, des clubs échangistes, partager des sextapes avec ses amis, genre, c'est une façon d'inclure des gens. Ça paraît peut-être fou, mais c'est d'inclure des gens dans sa sexualité sans que ce soit genre un threesome, tu sais, qui est souvent la réponse rapide. On peut vraiment être super créatif avec les configurations relationnelles, puis les configurations sexuelles, puis la manière dont on inclut plus des gens dans ces sexualités. Parce que d'où l'idée nous est venue, parce que là, ça a l'air comme bizarre de même, partager sa sexualité avec ses amis. C'est pas ça. Ce qu'on veut dire, c'est que des fois, ça fait peur de genre, je veux faire un threesome, j'inclus une autre personne. Ben, de trouver des personnes avec qui, c'est pas nécessairement vos amis, genre des connaissances, peu importe, comme avec qui la personne vous auriez fait un threesome, ben, peut-être commencer par un sextape que vous pouvez échanger. Fait que ça, c'est le genre d'idée. Ouais. Puis pour revenir sur le cinéma d'amour ou les autres clubs libertins qui existent à Montréal, c'est le genre d'endroit que vous pouvez aller sans, juste en voyeur, juste comme regarder. Moi, j'étais allée avec mes amis de sexo, là, genre c'était zéro comme sexuel. On voulait juste vivre l'expérience, puis c'est quoi cette affaire-là, c'est quoi cet espace-là. Fait qu'il y a plein d'endroits, puis on dirait qu'on n'en entend pas parler, mais il y a plein d'endroits où vous pouvez inclure des gens dans votre sexualité sans qu'il y ait de contact physique. Ouais, exact. Fait que c'était notre dernier truc. Si vous en voulez plus, on a 2 épisodes sur le sujet. J'adore, pour vrai. Bon, ça me donne des idées de quoi faire après la table rouge. Voilà. Puis ça me fait penser, petit spoiler alerte, la prochaine table rouge qui va être le mois prochain, on va aborder le sujet de la non-monogamie, puis d'ouvrir le couple. Fait que si c'est un sujet qui vous intéresse, on va dévoiler le tout sous peu. Mais c'est la prochaine thématique de table rouge. Puis, ben là, c'est ça, j'ai comme tout plein d'autres questions de la communauté, mais j'ai envie qu'on ouvre l'espace pour les personnes présentes en live. Si vous avez des questions que vous avez envie de poser, si vous avez des sujets que vous avez envie d'approfondir. Mais avant d'ouvrir la table ronde, c'est notre petite pause publicitaire, parce que si on est ici ce soir, tous ensemble réunis pour vous offrir du contenu gratuitement, c'est grâce à des culottes menstruelles. Donc, Eri, si tu veux faire... c'est grâce à des culottes. Eri, si tu veux nous faire un petit speech de 1 minute qui décrit un peu c'est quoi les culottes menstruelles, Madame Levary, pour les personnes qui n'ont jamais essayé. Voilà, je te donne le micro. Parfait. Ben, j'ai 1 minute, c'est parfait. Je vais relever le défi en 1 minute. Puis je me suis même apporté une culotte live. Je me suis dit que cette fois-ci, j'allais faire de la pub avec le produit dans mes mains. Je voulais juste savoir s'il y en a qui portent déjà les culottes menstruelles, Madame Levary, si vous voulez comme juste écrire dans le chat ou mettre une petite main, ça va m'aider à voir comme... OK, on en a déjà, mais of course, moi. OK, nice, Florence. Ah oui, Florence est là. Cool. Nice. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc j'ai 1 minute, je fais ça rapide, pause publicitaire. Madame Levary, on offre des culottes menstruelles depuis 2017. On était dans les pionnières à faire des culottes menstruelles. La première fois, les gens nous regardaient avec des gros yeux, genre, vous êtes qui, vous? Vous sortez d'où? C'est quoi ça, des culottes menstruelles? Maintenant, c'est devenu de plus en plus commun, donc j'ai plus trop à m'expliquer quand je parle de culottes menstruelles. Donc, elle ressemble à ça ici. On a une ligne rouge ici qui représente la ligne rouge qui, finalement, nous relie tous les femmes parce qu'on vit tous ce même processus-là à chaque mois. Puis c'est comme une façon de se rappeler qu'on n'est pas tout seul là-dedans, puis que finalement, c'est comme l'essence sacrée de notre féminité. Et donc, cette culotte vient avec des pads amovibles, comme ça, qu'on insère et qu'on change au fur et à mesure de la journée. Donc, ça remplace tampons, serviettes sanitaires, coupe menstruelle pour celles qui sont plus capables de se rentrer une coupe quand ils sont menstrués. Je vous comprends. Moi, j'ai essayé ça pendant des années, c'était parfait. Puis à un moment donné, mon corps a juste fait comme, je suis plus capable. Fait que ça, c'est vraiment, ça let it flow. Ça laisse le flow naturel du corps, puis c'est magique. Moi, pour vrai, ça a changé ma vie, puis c'est pour ça que je fais ça passionnément depuis, ça va faire 6 ans. Donc voilà, Madame Levary, si vous ne les connaissez pas puis que vous voulez les utiliser, le tester, c'est vraiment un bon moment parce qu'on a comme une promo qui va finir dans, je pense, 4 jours, en tout cas à la fin septembre. Vous avez 15% sur toutes les culottes, fait que c'est vraiment un bon timing pour l'essayer. Je vais vous mettre le code promo dans le chat. Tadam-tch! J'ai fini. Yeah, t'as bien relevé le défi d'1 minute. J'ai adoré. Ah, merci, Ri.
Ouais, puis à chaque mois, moi, je me dis quelle joie d'avoir cet outil-là pour vivre mes menstruations. Fait que je vous invite vraiment à les essayer. Si c'est pas déjà fait, pour vrai, c'est un game changer. Sur ce, on va rentrer dans la période plus interactive, donc je vais arrêter l'enregistrement pour honorer le safe space.